Pourquoi tombe-t-il amoureux de vous? Est-ce votre sourire, votre voix, votre regard? Peut-être. Mais si ce que vous réveillez en eux allait bien au-delà de l'apparence? Et si l'amour n'était pas ce que l'on croit? Derrière chaque passion, chaque frisson, chaque lien inexplicable, il y a une vérité silencieuse. Les gens ne tombent pas amoureux de vous par hasard. Carl Jung, pionnier de la psychologie profonde, nous offre une vision bouleversante de l'amour. Ce n'est pas vous qu'ils aiment, mais ce que vous représentez dans leur monde intérieur. Vous êtes le miroir d'un manque, l'incarnation d'un archétype, le reflet d'un rêve inconscient. Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez pourquoi certaines personnes sont attirées par vous, avec une intensité qu'elles ne comprennent pas elles-mêmes. Vous comprendrez que l'amour est rarement rationnel. Il est psychologique, symbolique et souvent spirituel. Préparez-vous à voir l'amour autrement, non pas comme un hasard, mais comme un appel intérieur. Une quête, parfois douloureuse, vers soi-même. Ce n'est jamais un hasard. Il y a des regards qui nous transpercent, des voix qui résonnent en nous comme une vieille mélodie que l'on croyait oublier. Il y a ces présences, presque anonymes, qui nous bouleversent dès les premiers instants. Et si tout cela n'était pas le fruit du hasard? Si l'amour, l'attirance, cette étrange alchimie que nous appelons connexion, obéissait à une logique bien plus profonde que celle de la chance ou du charme? Carl Jung, ce maître de l'âme humaine, refusait de croire que l'amour naissait par accident. Pour lui, il s'agissait d'un langage mystérieux entre les parties invisibles de deux êtres. Lorsque vous croisez quelqu'un et que soudainement votre monde intérieur s'illumine, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'écho d'un besoin silencieux qui vous parle à travers l'autre. Dans cette rencontre, il ne s'agit pas seulement de la personne que vous avez en face, il s'agit de vous, de ce que vous avez perdu, oublié, réprimé. L'amour devient alors un miroir, un jeu subtil entre deux inconscients qui se cherchent, s'interrogent, se provoquent. Et ce que vous croyez percevoir chez l'autre n'est peut-être qu'un fragment de vous-même, longtemps enfoui, qui cherche à refaire surface. C'est là que tout commence. Pas dans la beauté du sourire, ni dans l'élégance d'un geste, mais dans cette sensation inexplicable de familiarité, cette impression d'avoir toujours connu quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Ce sentiment vient de loin, de très loin. Il vient d'un endroit intérieur où votre esprit, sans vous consulter, a reconnu quelque chose, un symbole, une énergie, une vérité que vous n'avez pas encore intégrée. Selon Jung, nous ne tombons pas amoureux de personne. Nous tombons amoureux de ce qu'elles activent en nous, d'une blessure qu'elles réveillent, d'un espoir qu'elles ravivent, d'un rêve que nous n'avions pas encore osé regarder en face. C'est pourquoi certaines rencontres nous marquent à vie, même si elles ne durent que quelques jours. Elles ont touché l'architecture cachée de notre psyché. Elles ont déplacé quelque chose de fondamental en nous. Ainsi, lorsque quelqu'un tombe amoureux de vous, ce n'est peut-être pas à cause de ce que vous faites ou de ce que vous montrez. C'est peut-être à cause de ce que vous révélez sans même le savoir. Une vibration, une part oubliée d'eux-mêmes qui résonne en vous comme un appel. L'amour, dans cette perspective, devient un phénomène sacré. Pas une quête de perfection, mais une exploration de l'invisible. Une invitation à revenir vers soi, en passant par un autre. Et c'est cela que Jung appelait l'œuvre de l'inconscient. Un dialogue silencieux entre deux âmes qui se reconnaissent avant même de se connaître. 2. La projection, ce que vous ne voyez pas, mais qu'ils reconnaissent. Il y a, dans chaque relation humaine, un théâtre invisible, un décor dressé dans les coulisses de l'esprit
où les rôles sont attribués sans répétition, sans audition. Vous entrez dans la vie de quelqu'un et soudain, sans le vouloir, vous devenez acteur dans une pièce qu'il écrit depuis l'enfance. C'est cela, la projection. La projection n'est pas une invention de l'imagination. C'est une nécessité de l'âme. Quand l'esprit humain ne parvient pas à faire la paix avec certaines parties de lui-même, il les exile. Mais l'inconscient, lui, ne les oublie jamais. Il les cherche inlassablement dans les visages d'autrui. Quand quelqu'un tombe amoureux de vous, ce n'est pas toujours vous qu'il voit. C'est une idée, une promesse, une parcelle de lumière qu'il ne sait pas encore nommer. Vous devenez le support d'un mythe intérieur, le porteur d'une image qu'il n'a jamais su intégrer en lui-même. Peut-être est-ce votre calme qui évoque une paix qu'il n'a jamais connue. Peut-être est-ce votre feu qui réveille une audace qu'il n'a jamais osé embrasser. Quoi qu'il en soit, vous êtes plus qu'un individu à ses yeux. Vous êtes un symbole. Et c'est là que réside le paradoxe. Vous n'avez rien fait de particulier. Et pourtant, vous êtes devenu essentiel. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous incarnez quelque chose qui leur manque, quelque chose qu'ils poursuivent depuis toujours. La projection crée de l'intensité, mais elle crée aussi du danger. Car si l'on vous aime pour ce que vous représentez, que se passe-t-il quand la réalité ne suit pas le scénario? Lorsque vous commencez à être vous-même, imparfait, complexe, humain, le masque tombe et l'amour peut se fissurer. Mais ce n'est pas votre échec, c'est leur propre illusion qui s'effondre. Et parfois, c'est le début d'une guérison, car à travers vous, ils ont vu ce qu'ils devaient encore retrouver en eux-mêmes. 3. Le manque inconscient. Vous comblez ce qu'ils n'ont jamais su nommer. Dans les couloirs silencieux de l'esprit, il existe des pièces verrouillées, des espaces de soi que l'on a désertés, oubliés, parfois même reniés. Et puis, un jour, vous apparaissez. Vous n'avez pas la clé, mais votre simple présence fait vibrer la porte. Sans le savoir, vous activez un manque que l'autre ne savait même pas porter. Ce manque n'est pas toujours visible. Il n'est pas bruyant ni dramatique. Il peut être subtil, doux, presque imperceptible. Il peut se cacher derrière une admiration soudaine, un attachement inexplicable, un besoin de vous avoir prêt. Ce que vous représentez, ce que vous dégagez, comble un vide ancien. Vous devenez une réponse vivante à une question qui n'avait jamais été formulée. C'est ce qui rend votre présence presque magnétique. Elle résonne dans leur monde intérieur comme une évidence silencieuse. Mais cette alchimie est fragile. Car si l'autre ne comprend pas que ce qu'il cherche chez vous se trouve aussi en lui, il risque de confondre dépendance et amour. Il voudra vous garder non pas par amour libre, mais par nécessité. Vous devenez un pilier, un refuge, un substitut à une part manquante de lui-même. Et lorsque vous cessez de correspondre à cette image, lorsque vous refusez de porter ce rôle, l'équilibre vacille. Vous n'avez jamais promis d'être un sauveur, mais inconsciemment, vous en êtes devenu un. Ce que Jung enseigne ici, c'est la puissance de la conscience. Voir ce manque, le reconnaître, c'est déjà commencer à le guérir. Et comprendre pourquoi quelqu'un est attiré par vous, c'est aussi comprendre ce que vous réveillez, même en silence, dans les coins oubliés d'un cœur. 4. Le miroir inversé. Quand vous devenez leur reflet inversé. Il y a des amours qui ne naissent pas de la ressemblance, mais du contraste. Vous êtes calme, ils sont tempête. Vous êtes ordre, ils sont chaos. Et pourtant, quelque chose s'enflamme, comme si vos différences s'attiraient avec une intensité presque cosmique. Cela n'est pas une contradiction, c'est une loi psychologique.
Ce que vous êtes, ils ne le sont pas. Et c'est précisément pour cela qu'ils tombent amoureux de vous. Vous représentez une part d'eux-mêmes qu'ils n'ont jamais su développer, une version d'eux qu'ils sentent exister quelque part, mais qu'ils ne parviennent pas à incarner. Ils ne veulent pas seulement vous aimer, ils veulent être vous, au moins un peu. Ou plutôt, ils veulent retrouver en eux cette force, cette douceur, cette sagesse ou cette folie que vous incarnez si naturellement. Mais attention, ce genre d'amour est à double tranchant, car ce qui les attire chez vous peut aussi les effrayer. Vous êtes un miroir inversé, et face à ce reflet, ils peuvent se sentir petits, incomplets, insuffisants. Ils peuvent vous admirer jusqu'à l'obsession, ou vous rejeter avec violence dès que cette admiration devient insupportable. Vous devenez leur idéal et leur menace, le paradoxe vivant de ce qu'ils désirent mais n'assument pas. Et c'est là que tout se joue, dans la tension entre l'admiration et l'angoisse, entre l'amour et la peur. Ne portez pas leur complexe sur vos épaules. Vous n'êtes pas là pour compléter qui que ce soit. Mais sachez que si quelqu'un vous aime avec une intensité qu'il ne comprend pas lui-même, c'est peut-être parce qu'en vous, il voit ce qu'il n'a jamais osé devenir. 5. L'anima et l'animus, les archétypes invisibles du désir. Au fond des eaux calmes de l'inconscient, nagent des formes anciennes, des silhouettes archétypales, puissantes et indéfinissables, que Jung nommait anima et animus, des présences intérieures, forgées par l'histoire personnelle, les mythes culturels, les figures parentales, et qui influencent, sans bruit, nos attirances les plus profondes. Chez l'homme vit une image inconsciente du féminin, son anima. Chez la femme, une image inconsciente du masculin, son animus. Et un jour, sans avertir, vous croisez quelqu'un qui incarne cette image avec une précision troublante. Ce n'est pas leur voix, ni leur physique, ni même leur personnalité. C'est leur essence, une sorte de parfum intérieur, une vibration archétypale. Et vous tombez amoureux, sans comprendre pourquoi. Il y a comme une reconnaissance de l'âme, une sensation d'évidence. Ce n'est pas qu'ils sont parfaits, c'est qu'ils activent une mémoire intérieure, un rêve ancien, une figure que vous avez toujours portée sans le savoir. Mais cet amour-là n'est pas simple. Il est chargé, sacré, parfois écrasant, car on ne tombe pas amoureux d'une personne. On tombe amoureux d'un archétype, d'une image inconsciente qui, à travers l'autre, revient vous hanter. Et lorsque la personne réelle commence à émerger, avec ses défauts, ses limites, ses dissonances, la magie peut se fissurer. Vous ne voyez plus l'archétype, vous voyez l'humain. Et c'est là que commence soit la rupture, soit le vrai lien. 6. Le choc de la réalité, quand l'illusion s'effondre. Il y a un moment, inévitable, où l'idéal se brise, où la lumière dorée qui entourait l'autre commence à faiblir, où ce que l'on appelait amour se transforme en question, en doute, en vertige. Ce moment, c'est celui où la projection rencontre la réalité. Tout ce que l'on vous a attribué, les qualités exagérées, les vertus idéalisées, les traits parfaits, commencent à se fissurer. Vous êtes, après tout, humain, et votre humanité vient troubler le rôle que l'autre vous avait assigné. Vous n'êtes plus le sauveur, ni le miroir, ni le rêve. Vous êtes vous-même. Et c'est à ce moment-là que le véritable amour peut, enfin, commencer ou s'écrouler. Car tout amour né d'une illusion porte en lui une expiration. L'image projetée finit toujours par craquer sous le poids du réel. Ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Ce que l'autre aimait, ce n'était peut-être pas vous, mais ce que vous symbolisiez. Et lorsque ce symbole s'efface, que reste-t-il ?
Ce moment de désillusion est douloureux, mais profondément nécessaire. Il sépare l'amour inconscient de l'amour conscient. Il trace une frontière entre le fantasme et la vérité. Et si l'autre choisit de rester, de vous aimer pour ce que vous êtes, et non pour ce qu'il espérait, alors un autre amour peut naître, plus libre, plus mature, plus vrai. 7. L'amour comme initiation. Il y a des rencontres qui vous renversent, pas seulement par leur beauté, mais parce qu'elles réveillent, comme une secousse intérieure, un appel à vous souvenir de ce que vous aviez oublié. L'amour, lorsqu'il surgit dans cette forme-là, n'est pas une simple expérience émotionnelle. Il devient une initiation. Vous pensiez être vous-même, stable, certain de vos contours. Puis l'autre est arrivé, et quelque chose a tremblé, comme si votre âme, dans le silence, s'était rappelé qu'elle n'était pas complète. L'autre ne vous a pas transformé, il vous a révélé. Il a mis en lumière une chambre intérieure qui était restée obscure jusqu'alors. C'est ce que Jung appelait le processus d'individuation. Et parfois, l'amour en est le catalyseur le plus brutal, le plus lumineux, le plus déroutant. Car ce n'est pas un simple attachement, c'est une collision avec une partie cachée de vous-même. Une collision sacrée, douloureuse parfois, mais nécessaire. L'amour, lorsqu'il joue ce rôle, est comme une épreuve initiatique. Il vous déstabilise pour que vous vous reconstruisiez autrement. Il vous oblige à abandonner les illusions, à faire le deuil du confort, à traverser le miroir des projections. Ce n'est plus un conte de fées, c'est une traversée. Vous ne rêvez plus de fusion, mais de vérité. Et c'est souvent dans la souffrance que cette initiation s'achève, quand l'autre vous quitte ou que l'illusion s'effondre, quand le feu sacré devient cendre. Mais ces cendres sont fertiles, car vous en sortez plus vaste, plus vrai, plus conscient de qui vous êtes et de ce que vous cherchez vraiment. Chaque personne que vous aimez profondément vous façonne, même celles qui vous brisent, surtout celles-là, parce qu'elles ont mis le doigt là où votre âme devait évoluer. Elles ne sont pas des erreurs, elles sont des passages, des guides que la vie a placés là non pour vous combler, mais pour vous éveiller. Vous pensiez chercher l'amour, mais en réalité, vous cherchiez vous-même à travers lui.